Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et durables. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Julie Fouquet, vice-présidente co-développement et stratégie durable chez Construction Longé, où elle y travaille depuis maintenant 18 ans. Originaire de Sherbrooke, elle a complété un double baccalauréat, soit en génie civil à l'Université de Sherbrooke et en Liberal Arts à Tufts University. Une combinaison rare qui reflète bien sa façon de voir la construction, soit comme un acte à la fois technique et profondément humain. Aujourd'hui, elle intervient dès les premières phases des projets, soit en travaillant en amont avec les promoteurs et les professionnels, pour intégrer la constructibilité, les coûts et les stratégies durables dès le départ. Elle est aussi responsable du Centre d'excellence projet, plus connu sous l'acronyme anglophone PMO ou Project Management Office. Responsable aussi des processus Lean et de la vision durable de l'entreprise. Julie est certifiée PMP, qui est Project Management Professional, Lead Green Associate. Elle adore structurer, clarifier, apparemment materner aussi, elle ne veut pas qu'on le dise, mais on va le dire, et faire mieux à chaque fois. Dans cet épisode, on parle de gestion de projet, de leadership, de collaboration, mais aussi de B Corp, de préfabrication, de cycle de vie des bâtiments, et de construction passive, on est quand même au podcast Au-delà des murs, et du rôle plus qu'important que l'entrepreneur général peut et doit jouer dans la transition de notre industrie, qu'est la construction, pour l'horizon 2030. Et bien sûr, on revient sur le projet Le Monarque, un chantier phare pour Construction Longé, qui pousse les limites du logement abordable et de l'innovation dans la construction. Alors, bienvenue au podcast, Julie. Salut les gars, toute une introduction. Mais ça va bien aujourd'hui, Julie? Ouais, ça va bien. Écoute, tout un parcours, toute une introduction, mais ça reflète le parcours, en fait, atypique, en fait, que t'as. On va commencer par ton double bac. Puis là, t'as dit aussi en pré-podcast, t'as fait un double deck avant. T'as-tu une double carrière en ce moment? J'ai deux chapeaux, en tout cas, dans l'entreprise. Mais oui, j'ai toujours aimé les sciences, le côté technique, pouvoir réaliser des choses, mais le côté humain, de savoir dans quelle société on est, au niveau culture générale, juste apprendre. Je suis une fille qui est profondément curieuse. Puis les sciences, ben c'est le fun, mais pas tant que ça, à mon sens. Fait que j'avais besoin d'un peu d'art, de lettres, de littérature, d'humain à travers tout ça pour finaliser le parcours, parce qu'on va se le dire, le bac en génie, c'est quand même exigeant. Donc, c'était ma petite lumière à chaque semaine, mes cours en histoire du jazz ou en, en géographie. Ou en histoire. T'allais chiller, finalement, là. C'est un peu ça. C'est parfait, c'est cool. Puis, mais Construction Longé, t'as commencé là comme stagiaire? Effectivement. Ouais, j'ai commencé là comme stagiaire pour mon troisième stage. À l'Université de Sherbrooke, on a 5 stages. Commencé là comme stagiaire. J'étais la première stagiaire que l'entreprise prenait. J'allais là un peu par défaut en me disant, moi, je m'en allais dans le génie conseil comme plusieurs ingénieurs au bac. Puis par des conseils que j'avais eus à gauche et à droite, on me disait, ben va essayer côté, tu sais, le entre guillemets, le côté entrepreneur pour te faire une tête, profite du stage pour aller voir la réalité de chantier. Je dis, bon, OK, parfait. J'avais entendu parler de Construction Longé à Sherbrooke par des amis. Donc, je me présente chez Construction Longé, je suis embauchée pour un stage et là, je découvre tout un monde que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas m'imaginer. Un entrepreneur général qui était fier de ce qu'il faisait, structuré, tout était bien organisé. Il voulait faire les choses de la bonne façon, des gens honnêtes, des gens droits, transparents. C'est pas l'image que je m'en faisais à l'époque. J'ai été super bien accueillie, des contremaîtres vraiment contents de voir une relève. À l'époque, j'avais 22 ans, une fille dans l'industrie de la construction, il y a presque 20 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait certaines difficultés, mais quand même, j'ai eu un super bel accueil. Fait que ça a changé complètement mon idée. Puis à partir de là, ben j'ai fait mes derniers stages, je suis rentrée dans l'entreprise, puis la relation de confiance s'est bâtie mutuellement. Là. À ce moment-là, les styles de projet, c'était quoi? C'était-tu le même projet d'envergure? C'est quoi l'histoire de l'entreprise de Construction Longé? Ça existe depuis combien de temps? Construction Longé, c'est une entreprise sherbrookoise à la base depuis 1979. En fait, c'est M. Longchamp et M. Auger qui ont formé Construction Longé. Et c'était une entreprise de construction résidentielle à la base. Donc, ils faisaient des maisons unifamiliales sur la base d'un catalogue. Donc, tu pouvais choisir ta maison dans le catalogue. Donc, tu avais la maison 4E ou 4F, dépendamment du bord que tu la voulais.
Fait que ça a vraiment commencé par des charpentiers menuisiers qui travaillaient le bois des résidences. Puis ils ont développé tranquillement le multilogement en bois. Puis d'une chose à l'autre, ils ont développé aussi le commercial, l'institutionnel, l'industriel. Puis on a eu aussi avec l'arrivée d'autres ingénieurs, Pierre-Luc Auclair d'ailleurs, de mon âge à peu près, on a développé tout ce qui est civil, donc aujourd'hui, et ouvrage d'art. Donc aujourd'hui, l'entreprise fait encore du résidentiel haut de gamme, du multirésidentiel, du commercial, de l'industriel, de l'institutionnel et du civil. Donc on a un portefeuille très, très large. On fait aussi beaucoup de marché d'alimentation. Notamment les Avril, par exemple, supermarchés. Donc, c'est le fun parce que ça permet d'avoir un échange de connaissances entre les travailleurs, travailleuses de chantier, entre les gens dans les bureaux de gestion. Donc, on développe différentes expertises puis on se nourrit l'un et l'autre. Et que ça a commencé comme ça en 1979. Puis moi, quand je suis rentrée en 2007, c'était plutôt des projets, là, je dirais, jusqu'à 5 millions environ. Puis là, suite, moi, je suis arrivée, j'ai recommandé à un collègue de travail de venir faire son stage aussi la fois d'après, donc qui est aujourd'hui vice-président, Gabriel Forêt. Donc, on a été à partir de là toute une gang de plus jeunes. Je le dis entre guillemets parce que je ne sais pas si aujourd'hui je me considère encore jeune. Je suis on the edge. Mais toute une nouvelle génération qui est arrivée. Puis aujourd'hui, on est 11 associés dans l'entreprise. Puis près de 200 personnes, en fait, qui œuvrent dans l'entreprise. C'est beaucoup de gens pour une compagnie de construction, là. C'est quand même une grosse compagnie. Il y en a des plus grosses, quelques-unes, là, que tout le monde connaît, mais c'est quand même un format impressionnant, là. C'est une belle grosseur d'entreprise parce on peut se permettre d'avoir des beaux projets d'envergure, mais en même temps, on sert aussi nos clients. On fait au-dessus de 500 projets par année de 10 000 $ et moins, là. Donc, on accompagne vraiment nos clients dans leurs opérations quotidiennes. Puis ce qui nous différencie peut-être par rapport à des grands joueurs, c'est que on a près de 150 personnes dans l'équipe de chantier. Donc, on est vraiment un constructeur et non un gérant de construction. Donc, on fait le coffrage nous-mêmes, tout ce qui relève d'un charpentier menuisier, en fait, là, donc le coffrage, la menuiserie, on fait du revêtement extérieur, du système intérieur. Fait que ça permet d'avoir une grande agilité sur les chantiers. Oui, j'avais remarqué ça dans le document de script de pré-podcast parce que oui, on prépare les podcasts un minimum. J'ai remarqué ça, tu avais écrit ça, que la construction longée, vous êtes pas juste un exécutant, vous êtes aussi un constructeur. Exact. Puis c'est ça que tu veux dire dans le fond, c'est que vous faites pas juste gérer, puis juste, c'est pas péjoratif la façon dont je le dis, là, mais c'est pas juste de l'exécution, parce que c'est quand même une job en soi, mais c'est en plus de gérer, vous gérez vos propres équipes, mais vous construisez vous-même. Puis pourquoi pour toi c'est important d'être préciser ça, vous étiez des constructeurs? Parce que ça amène une connaissance technique qui est différente. Quand tu estimes ton projet, tu comptes tes matériaux, comme chargé de projet, quand tu travailles avec les équipes chantier à vraiment organiser le travail dans le détail, ça t'amène une connaissance du chantier complètement différente. Puis aussi, c'est des opportunités incroyables pour des améliorations. Moi, c'est ça que j'aime parce que ma tête est setupée en amélioration continue tout le temps, malgré moi. Fait que quand tu te promènes sur le chantier puis tu travailles, je vais dire les gars parce que c'est encore majoritairement des gars, mais quand on travaille avec les gars puis ils nous arrivent avec des problèmes, pourquoi qu'on fait pas ça plutôt que comme ça, tu as vraiment les deux mains dedans. Donc, c'est là, moi, je trouve que ça me nourrit énormément parce que c'est là que tu vois les améliorations potentielles puis que tu es capable aussi d'avoir un impact puis de proposer des choses. Quand on fait de la gestion de plusieurs intervenants différents en sous-traitance, tu as un niveau de plus de distance avec le travail réel qui est fait en chantier. Fait que nous, comme entreprise, c'est les fondateurs avaient pris cette décision-là en 1979. C'est une décision qui a été gardée jusqu'à maintenant et qu'on souhaite garder pour le futur aussi, là, d'être vraiment des constructeurs puis de réaliser des travaux nous-mêmes. Vas-y, Philippe. Dans le fond, une entreprise normalement résidentielle, un entrepreneur normalement résidentiel a un peu cette mentalité-là de justement d'avoir ses propres gars. Sauf que c'est très atypique, comme tu dis, pour des entrepreneurs généraux de plus grosse envergure, justement, de faire ça. Est-ce que c'est, d'après toi, la clé du succès qui vous pousse à peut-être aller chercher des projets, disons, disons, un projet comme le projet Le Monarque de Passive House, c'est-tu la seule façon que tu penses que tu peux contrôler le résultat? Parce que
c'est vos gars? Ben, est-ce que c'est la seule manière? Je pense pas. Est-ce que ça facilite les choses? À mon sens, oui. Parce que quand on veut mettre des initiatives en place, c'est des gens qui font partie de l'entreprise, donc qui ont la mentalité, avec qui on a une meilleure communication, avec qui on est capable d'avoir un échange aussi, du feedback, qui sentent qu'eux peuvent avoir un impact. Parce que quand on met des initiatives en place, il y a toujours un comité de travail qui est mis sur pied aussi, parce que la communication, ça va dans les deux sens. Donc, oui, des fois, le bureau pousse des initiatives, mais il faut que le input du chantier soit pris en compte, parce que c'est une relation à deux sens, là, si on veut que ça fonctionne. Fait que oui, c'est facilitant quand on a nos propres équipes de chantier. Pour ceux et celles et ceux, en fait, prenez-le dans le sens que vous voulez, qui ne te connaissent pas, comment tu décrirais ton rôle aujourd'hui chez Construction Longer? Mon emploi de rêve. Mon emploi de rêve parce que j'ai vraiment deux chapeaux. Aujourd'hui, j'ai la chance de diriger encore des projets, donc d'être impliquée dès le début. Moi, j'appelle ça les coins de napkin. Quand un promoteur immobilier ou un client vient nous voir et dit « Hey, j'ai cette idée-là, j'ai acheté ce terrain-là, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Donc, on aide à structurer vraiment le projet. On aide à le concevoir aussi. On travaille avec les professionnels à ce niveau-là. Donc, ça aide à échanger les idées puis à nourrir aussi la créativité. Puis ça permet qu'on amène le input chantier, donc la constructibilité qu'on développe à travers les années. Donc, on le sait que telle ou telle composition de mur, c'est plus efficace en chantier. Des fois, pour le même résultat sur papier ou dans l'analyse d'efficacité énergétique, mais en constructibilité, qu'est-ce que ça donne? Fait qu'on est capable de reprendre ce retour d'expérience-là, puis de venir feeder la conception, puis de se challenger entre nous. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, moi, je travaille principalement dans les projets multirésidentiels. C'est ce qu'il y a beaucoup sur le marché présentement. Puis ce qui est le fun en tout cas, moi, ce que j'aime dans les projets multirésidentiels, c'est qu'il y a de la répétition. Il y en a certains qui pourraient trouver ça plus plate, si on veut. Moi, à l'inverse, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment le fun à aller optimiser ces projets-là. Parce que tu as de la répétition, donc tu peux essayer de voir d'étage en étage, puis de façade en façade, comment tu es capable d'aller optimiser ta productivité. Productivité au sens vraiment positif, comment enlever les tâches à valeur non ajoutée, puis avoir un dialogue avec les gens de chantier au niveau de l'organisation. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis mon autre chapeau, mon chapeau d'associé dans l'entreprise, c'est vraiment de structurer nos initiatives à l'interne au niveau des stratégies durables. Donc, de travailler avec les équipes au niveau de la vision, mais aussi du déploiement des initiatives, que ce soit au niveau de notre responsabilité sociale d'entreprise ou au niveau des initiatives en construction durable sur les projets comme tels. Puis tout ce qui est processus aussi, lean, comment qu'on s'organise, comment la roue tourne transversalement entre les différentes équipes dans l'entreprise. Comme vous voyez, moi, l'efficacité, c'est quelque chose que j'aime, que je trouve qui nous amène du plaisir au travail aussi parce qu'on enlève les irritants. C'est le principe un peu de la soie dentaire. Tu enlèves les irritants au jour le jour là, pour que ce soit de plus en plus efficace. Le principe de la soie dentaire. Ouais, principe de la soie dentaire. Si tu te passes la soie dentaire à chaque jour, tes dents restent belles puis il n'y a rien qui s'accumule. Mais c'est intéressant, la soie dentaire, effectivement. J'espère que tout le monde passe la soie dentaire. Mais c'est une belle analogie, ça. C'est effectivement, ça fait du sens. Est-ce que c'est là, ça fait 18 ans que tu es chez Construction Longer. T'as-tu travaillé ailleurs? Ouais. Dans d'autres entreprises? J'ai travaillé dans un laboratoire des sols au départ pour mes premiers stages, mais sinon, en génie, c'est vraiment chez Construction Longer que j'ai fait toute ma carrière. Ouais. Mais ma question peut-être est quand même capable d'y répondre parce que tu as travaillé avec d'autres constructeurs, des différents sous-traitants, tu es probablement dans un bon réseau aussi d'entrepreneurs et dans la construction. Dirais-tu que c'est assez unique de l'approche lean et de l'optimisation des processus comme tu en parles en ce moment, qui est beaucoup plus industriel habituellement comme approche? Dirais-tu que c'est unique chez Construction Longer de l'avoir mis dans la construction? Ben, je dirais pas que c'est unique, mais je pense que c'est quand même atypique. C'est une minorité d'entrepreneurs qui prennent le temps parce que la construction, ça va tellement vite. On tape souvent sur la tête des entrepreneurs, mais on est dans un milieu où est-ce que tout va extrêmement vite. Il faut livrer des résultats. On a le contrat, puis déjà, il faut qu'on aille livrer. Souvent, les dates de début sont repoussées, mais la date de fin ne change jamais. Donc, c'est difficile de mettre en place des choses dans ce contexte-là. Fait que il y a plein d'entrepreneurs qui doivent avoir un bon vouloir là-dedans, mais qui manquent de temps. Mais des fois, ça vaut la peine de s'arrêter puis de le faire. Donc, prendre un pas de recul pour mieux avancer. Fait que oui, je pense que c'est quand même une minorité d'entrepreneurs, mais nous, on en a fait
On en a fait une priorité depuis plusieurs années. Peut-être pour nos auditeurs, juste peut-être préciser c'est quoi, disons, les méthodes Lean, le big picture, c'est quoi? Méthode Lean, c'est diminuer les gaspillages. Donc, que ce soit des matériaux en trop, que ce soit des pertes de temps, des pertes de mouvement. Donc, est-ce que le travailleur se déplace trop pour aller chercher, par exemple, son matériel pour aller à son poste de travail? Est-ce qu'il génère de la non-qualité? Donc, il y a environ 7 gaspillages là, qui sont reconnus par Lean. Donc, c'est comment on fait pour éliminer les gaspillages? Ça nous permet d'optimiser le temps, les ressources. Puis surtout, ça nous met dans un meilleur mindset parce qu'on enlève les irritants. Donc, c'est plate pour un travailleur d'arriver au toit, de prendre ses outils, de se rendre au toit, puis de réaliser qu'il n'y a pas les bons matériaux sur place, de redescendre. Tu sais, oui, c'est une perte de productivité pour l'entreprise, mais au-delà de ça, c'est pas le fun quand tu veux performer, puis on te donne pas les outils pour performer. Donc, moi, je le vois aussi comme les méthodes Lean, c'est aussi les outils qu'on donne à nos équipes pour performer à la mesure où ils veulent performer. Parce qu'on a une équipe de monde qui sont hyper engagés et impliqués. Fait qu'après ça, c'est à nous à mettre le cadre pour leur permettre de le faire. Dans le fond, c'est de la gestion de projet, mais vraiment apportée sur des stéroïdes. On va le dire comme ça. Là. C'est c'est la gestion de projet, mais optimisée au max. C'est ça, les méthodes Lean. C'est vraiment c'est la perte. Parce que, tu sais, on en parlait aussi en pré-podcast, moi puis Jean-Sébastien. Il y a plusieurs méthodes Lean là, qui dans le marché, là, ou de façon de travailler, de start-up Lean ou whatever. Puis on essaie de voir comment est-ce que ça s'appliquait à la construction. Ça n'a rien à voir avec la qualité, parce que dans les méthodes Lean ou juste dans le monde de la méthode Lean, il y a toujours quelque chose qui s'appelle le minimum viable product. Exact. Fait que là, je sais comme, c'est quoi le minimum viable? Tu vas pas faire le bâtiment le plus cheap que tu peux. Là. Ça n'a rien à voir avec ça dans la construction. C'est plus dans les systèmes qu'on va faire. Comment est-ce que tu gères dans les processus de gestion. Exact. Ce qui est super intéressant. Puis je pensais que ça s'appliquait pas autant en construction, mais j'ai tort. Oui, exact. Non, ça s'applique vraiment beaucoup. On parle de la planification 3 semaines, par exemple, qu'on utilise maintenant sur tous nos chantiers, qui est incroyable. La planification 3 semaines, ce sont des tableaux qu'on utilise en chantier avec les colonnes étant les jours et les rangées étant des secteurs du chantier. Puis on travaille avec des post-it de couleurs, donc chaque intervenant a sa couleur. Puis on vient traduire, dans le fond, l'échéancier Microsoft Project au niveau, qu'il y a juste le chargé de projet qui comprend. Personne d'autre le lit puis le comprend. Difficile de gérer un projet avec un Microsoft Project. Et là, on le traduit on revient au papier, post-it, en chantier. Puis chacun vient mettre son post-it la bonne journée, prend des engagements envers les autres intervenants aussi. Donc, ça enlève énormément de pression au surintendant. Puis les gens prennent des engagements un envers l'autre. Puis on est capable de faire aussi on appelle ça un petit make ready. Donc, une fois qu'on s'est entendu sur la séquence de travaux, on demande à chacun des intervenants, parfait, qu'est-ce que ça te prend, toi, pour être capable de réaliser ça? Est-ce qu'il y a un local qui doit être vidé? Est-ce qu'on doit t'apporter du courant? Est-ce qu'on doit préparer quelque chose pour toi te permettre de performer? Donc, c'est toujours le lean. Moi, je le vois vraiment comme quelle est l'organisation derrière pour permettre à chacun de performer, parce qu'on part de l'idée que tout le monde est là pour gagner, là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, ça, c'est un exemple de méthode Lean qui a été appliquée au chantier. Et c'est arrivé comment, ces méthodes-là? Y a-t-il eu des événements majeurs que vous avez fait, OK, guys, là, ça marche pas, là. On doit se réorganiser, ou c'est vraiment été comme selon ton principe de soie dentaire que je vais définitivement réutiliser? Faut pas que j'en prenne le crédit. Par contre, c'est notre formateur en ligne, Jean-Marc Legentil de Belle Nordique, qui nous a apporté ça. Donc, je prendrai pas le crédit. Mais justement, pendant la COVID, la construction a été arrêtée 7 semaines. Puis pendant ce temps-là, on était à la maison. Puis j'avais le projet depuis un petit bout de cartographier tous les processus de l'entreprise. Mais comme vous, ça va vite, donc c'est pas quelque chose qui se fait par les soirs tranquillement. Fait que j'ai profité des 7 semaines de la COVID pour cartographier tous les processus puis les outils qu'on avait dans l'entreprise pour me rendre compte de la non-productivité qu'on avait à certains endroits, des opportunités d'amélioration. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas aller chercher un expert dans le domaine pour nous former puis pour nous aider à optimiser nos processus. Et là, une chose en amener une autre. Puis on a vraiment fait des ateliers au niveau des chantiers. Donc, par exemple, comment on fait si on s'installe, par exemple, pour faire des moulures de finition. Donc, on s'installe un atelier de coupe avec la poubelle à un certain endroit pour limiter les mouvements du travailleur, prévoir l'approvisionnement en matériaux, etc. Donc, ça nous a amené à vraiment repenser la manière dont on travaillait en chantier. Et ça, c'est un peu la
le début naturel de la préfabrication aussi, les méthodes Lean. Je trouve ça tellement le fun que ce que tu racontes, Julie, et je réalise à quel point le nom de notre podcast fait du sens avec ça. Tu sais, c'est au-delà des murs et c'est tellement une partie prenante, là, la gestion de projet dans la construction, puis la possibilité d'innover puis de faire des choses mieux au quotidien, dans le fond. C'est des super beaux concepts. Je vais faire mon avocat du diable. C'est pas des balles courbes. J'ai toujours une balle courbe à mener dans le podcast, là, mais c'est pas une balle courbe. Vas-y. Je t'entends parler, puis j'ai essayé d'appliquer, j'ai appliqué ces principes-là dans mes petites entreprises, qui sont encore petites comparativement à ce que vous êtes. Et on détonne aussi en faisant ce genre de principe Lean-là, et c'est difficile à exécuter dans des petites entreprises. Dirais-tu que c'est le privilège des grands de ce monde, des grandes entreprises de ce monde, de pouvoir faire ce processus-là que tu parles, ou tu vois vraiment une faisabilité pour des... Tu sais, la plupart des compagnies de construction, c'est 1-2 gars d'un camion, là, ou des fois 2-3 camions. Là. Tu sais, réussir à faire ça avec le bureau sur le dash, avec les factures sur le dash, comment... OK, une seule question à la fois. Vas-y. Penses-tu que c'est réalisable pour eux? Et comment? Oui, certainement encore plus. Quand nous, on décide de mettre quelque chose en place, on a 200 personnes à convaincre puis à faire virer de bord. Quand tu es une équipe de 2, 3, 4, 5, c'est toujours d'expliquer le pourquoi puis la motivation en arrière puis le « what's in it for me ». Qu'est-ce qu'ils vont gagner à le faire? Puis dans la petite entreprise, comme dans la grande, c'est tout le temps difficile de prendre le temps, de prendre le pas de recul, mais je pense qu'il faut voir au-delà de ça. C'est un peu comme quand tu fais un investissement financier. Sur le coup, tu décaisses quelque chose, tu dis « je sais pas si ça va passer ». Mais après ça, l'investissement en vaut la chandelle dans 99% des cas. En tout cas, il faut si on veut rester en affaires. Mais c'est un peu la même chose au niveau de l'investissement dans le capital humain puis dans l'organisation. Des fois, il faut faire un pas de recul, mais pour gagner après. Je dirais pas que c'est inatteignable du tout. Fait que, pas d'excuses. C'est pas parce que c'est une petite entreprise. Pas d'excuses. C'est ça, il faut le faire. Simplement, au quotidien, exact. Petit morceau à la fois. Merci à Jean-Marc et à toi. Sois dentaire. On pense à ça. Sois dentaire dans la construction. Sois dentaire, puis l'éléphant se mange par petites bouchées. Oui, puis tu passes à sois dentaire après. Concrètement, y a-tu quelqu'un sur le chantier qui est comme le Chief Lean Officer, là, qui s'assure que tout marche bien? C'est toi? Non. C'est toi qui marche les chantiers et se fait genre, hey, c'est pas ça, c'est de la non-productivité. C'est de la non-productivité. Écoute, ça part, j'ai fait plusieurs projets pilotes dans mes projets que je gère directement. Puis ensuite, en projet pilote, on regarde avec l'équipe comment qu'on peut le bonifier, comment qu'on peut le déployer ensuite au reste de l'équipe. Puis on a, ce qui est le fun chez Construction Longée, c'est qu'on a un comité consultatif de chantier, un CCC qu'on appelle, qui est un représentant. Dans le fond, c'est des contremaîtres qui représentent chacun des segments de l'entreprise, donc en épicerie, en civil, en commercial, multirésidentiel, etc. Puis qui se rencontrent de façon périodique. Puis eux ont des sous-comités, donc ils représentent certains contremaîtres. Donc, c'est un peu une voie de communication entre le chantier puis les bureaux. Donc, on s'assoit avec le CCC, on leur explique la démarche, on leur démontre le projet pilote. Je pense que les gars et les filles, parce qu'il faut dire qu'on a quand même plusieurs filles sur le chantier, ils sont concrets. Ils ont besoin de voir les choses puis de comprendre que ça va marcher. Donc, l'approche par projet pilote, pour nous, ça a vraiment été gagnant. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a certains chargés de projet qui sont plus convaincus que d'autres. Donc, on essaie des trucs sur leur projet. On passe après ça par le CCC pour déployer ces initiatives-là. Puis ensuite, c'est un retour qui se fait de façon périodique via le CCC au bureau, puis on s'améliore en continu. C'est pas parce qu'on déploie quelque chose qu'ensuite, that's it, là, c'est la recette Longée, mais on est toujours en amélioration continue là-dessus. Fait que ça fait que c'est dynamique, que les gens, je crois, se sentent écoutés puis sentent qu'ils peuvent avoir un impact. Donc, la communication dans les deux sens marche super bien. Fait que non, il n'y a pas de Chief Officer, mais on est beaucoup par les chargés de projet, puis c'est dans leurs objectifs aussi. Donc, au niveau de la performance des chargés de projet, on va leur demander annuellement des objectifs au niveau des méthodes Lean de l'organisation, puis on va leur demander des objectifs en termes de développement durable. Parce que pour nous, chaque projet est une occasion d'aller plus loin. Fait qu'il n'y a pas un seul livre qui est bon une seule recette qui est bonne pour tous les projets. Fait qu'il faut se questionner sur qu'est-ce que je peux faire, moi, sur mon projet différemment. Puis prendre le client où est-ce qu'il est. Nos clients sont pas tous à la même place. Fait qu'il faut pas viser la lune à chaque fois. Je pense que c'est pas réaliste. Mais si on prend le client où est-ce qu'il est, puis on l'amène 2, 3, 4 pas plus loin, on est près d'une trentaine de chargés de projet. L'entreprise avance énormément, puis notre industrie aussi, là. J'entends beaucoup de l'écoute, j'entends beaucoup d'être conscient des besoins de l'autre. Est-ce que ce serait des compétences clés, d'après toi, dans la gestion des projets de chantier aujourd'hui?
c'est l'humain. La gestion de projet, c'est de l'organisation, c'est de la technique, c'est clair. Il faut avoir un background technique. Je pense que notre background d'ingénieur nous aide là-dedans. Il faut comprendre qu'est-ce que les équipes font. Mais à travers ça, c'est des relations humaines, un chantier, c'est de la gestion de conflits. C'est comment on fait pour motiver les gens à atteindre un même objectif, à s'aider les uns les autres, à résoudre les conflits potentiels qui pourraient arriver. Tout ça et que ça demeure positif. Nous, on a toujours été dans une mentalité de long terme, de pérennité, parce qu'on vient d'un petit milieu. Sherbrooke, c'est un village. Hein? Fait que tu croises l'entrepreneur en gicleur à l'épicerie, tu peux pas te chicaner avec sur ton chantier. Là. Fait que cette mentalité-là a toujours été là. Mais oui, je dirais que les compétences, le savoir-être aujourd'hui peut t'amener beaucoup plus loin avec évidemment, ça prend un minimum de savoir-faire, mais c'est pas les plus grands techniciens qui vont réussir le mieux, à mon avis, au niveau des projets. C'est vraiment les compétences de leadership. Et plus le projet grossit, plus c'est vrai. Parlons de durabilité, la certification, en premier, la certification B Corp, mais aussi juste en grands termes, c'est quoi votre vision de la durabilité en construction? Bonne question. Si on commence par la certification B Corp, ce qui nous a attirés dans cette certification-là, c'est, vous ne serez pas surpris, qu'on doit s'améliorer à chaque recertification. Donc, c'était pas un saut que tu vas chercher puis que tu es bon à vie. C'est quelque chose qui te demande de t'améliorer continuellement. Puis, l'autre élément, c'est que c'était vraiment global. Donc, il y a 5 piliers dans la certification B Corp. Donc, ça touche les clients, mais ça touche aussi les collaborateurs, ça touche l'environnement, ça touche la communauté et ça touche la gouvernance. Donc, ça met aussi les bases au niveau de la gouvernance. Donc, les associés, moi, un des éléments qui m'a marqué quand j'ai fait la première certification, c'est que ça nous demandait de modifier notre charte d'entreprise notariée pour dire que, dans le fond, à chaque décision que les associés allaient prendre, ce n'était pas pour leur bénéfice, mais c'était pour le bénéfice de la grande majorité et des parties prenantes. Fait que ça met les bases vraiment. Là, la certification B Corp reconnaît les impacts positifs de l'entreprise selon ces 5 piliers-là. Donc, on aimait le fait que c'était global. Donc, il y avait une notion de responsabilité sociale de l'entreprise et de construction durable. Pour ce qui est de la construction durable, je te dirais, pour nous, c'est des éléments, c'est des bâtiments qui sont pérennes dans le temps, qui sont résilients. Donc, résilients au changement climatique, mais aussi résilients avec les nouveaux modèles financiers qu'il va y avoir, donc qui tiennent compte de la spécificité du milieu dans lequel ils sont. Donc, il y a un aspect de communauté là-dedans quand on est capable d'avoir des espaces multifonctionnels, par exemple. Et évidemment, il y a des projets qui visent des certifications. Mais des fois, les certifications, ça peut être très complexe pour des clients. Donc, on peut aller chercher d'autres initiatives, donc faire des propositions de matériaux plus écologiques, donc qui ont une meilleure fin de vie. Parce que des fois, on peut proposer un matériau standard, mais où est-ce que la fin de vie, ça se retrouve dans un site d'enfouissement. Donc, c'est tous ces petits gestes-là qui font une différence. C'est pas seulement des projets avec une certification. Tu as parlé d'écologie. Tu viens de dire un mot-clé dans le bâtiment durable qui a une connotation selon à qui tu t'adresses, positif ou moins. Là. Dirais-tu que construire vert de façon écologique ou même durable, c'est encore aujourd'hui en 2025 un vœu pieux? Ou est-ce que c'est vraiment dans le mouvement? Est-ce qu'au quotidien, ça le fait? Parce que je vois des projets qui, au début, sont comme, ouais, on va faire du verre. Puis plus ça avance, plus les coûts arrivent, plus les extras arrivent dans le chantier. Puis on fait, ouais, finalement, on n'a pas d'argent. Fait qu'on veut être rentable. Donc, OK, on diminue la qualité de tel produit. On diminue l'impact environnemental. Pas on diminue, mais on augmente. En ce que tu comprends, je veux dire, on s'attarde moins à l'impact environnemental. Exact. C'est certain que le côté financier va toujours primer dans les projets. Donc, est-ce que c'est encore un enjeu? Oui, c'est encore un enjeu. Est-ce qu'on en fait beaucoup plus qu'avant? Oui, certainement. Puis est-ce qu'on a des clients plus avisés, plus sensibilisés? Certainement. C'est là que notre rôle comme entrepreneur général peut être clé pour promouvoir ces projets-là parce que, comme tu dis, à un moment donné, il y a l'aspect coût qui arrive. Les gens veulent construire vert, plus durable, mais après ça, il y a l'aspect coût, ils font ouf, OK, non. Puis c'est la première chose qu'ils sont portés à couper. Mais c'est là, comme entrepreneur général, si on peut leur proposer d'autres alternatives. Donc, si on est capable d'optimiser la constructibilité, si on est capable de leur faire profiter, par exemple, des escomptes de volume qu'on a sur les matériaux, de faire descendre les prix, si on est capable de leur proposer différentes
différentes alternatives pour amener des notions de durabilité dans le projet. Donc, peut-être pas faire le projet idéal, mais si on fait 30% du projet idéal, c'est quand même mieux que zéro. Fait que c'est là que si on est capable de développer cette expertise-là, en faisant des projets Passivhaus, des projets BCZ, des projets LEED certifiés, ben, l'approche qu'on a, c'est qu'on va chercher l'expérience sur ces projets-là, puis on fait un peu comme un petit catalogue, si on veut, d'initiatives, puis après ça, on est capable de prendre certaines initiatives, puis de les mettre, de les simplifier peut-être pour qu'ils soient plus accessibles aux promoteurs privés. Puis une fois que c'est fait, qui embarquent dans la roue, c'est aussi de leur amener la notion d'économie dans les opérations. Fait que ce qui est un frein souvent, c'est qu'on a un budget de construction qui ne parle pas nécessairement au budget d'opération. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être appelé à changer dans les prochaines années parce que la durabilité, il faut le regarder comme un tout sur le cycle de vie du bâtiment. Fait que quand on est capable, avec des professionnels, de démontrer l'économie qu'on va chercher en opération, soit au niveau de l'efficacité énergétique, soit au niveau du taux de remplacement de certaines composantes, bien là, on vient justifier un surcoût en construction qui fait du sens. Puis même chose, c'est la connaissance au niveau des subventions aussi et programmes disponibles. Donc, quand on est capable d'aiguiller nos clients sur les programmes ou les subventions disponibles qui mettent de l'avant ces éléments-là, bien, on peut venir contrecarrer un peu le surcoût. Donc, c'est un agencement de tous ces éléments-là qui fait qu'on peut pousser les projets un petit peu plus loin. Est-ce qu'on est capable de faire tous des projets idéaux présentement? Non, il faut être réaliste. Mais je pense que de lancer la serviette puis d'en faire zéro, c'est pas non plus la solution. Dirais-tu que le projet Le Monarque sur lequel vous travaillez a réussi avec brio à dépasser, mettons, l'échelle de 30% que tu parles de tant qu'à pas oui. le faire? Oui. Ouais. À quel niveau il est allé, lui? 100, 120? Écoute, 100%, là, vraiment, c'est un projet incroyable. Puis, ce qui est le fun, là, quand tu disais tantôt que c'est l'humain en premier, là, c'est parti d'une relation de confiance du client. On a remporté un projet forfaitaire sur un appel d'offres public pour un 116 logements avec ce client-là, très traditionnel et tout. Et ils ont été enchantés de la manière dont le projet s'est déroulé. Donc, ça a été livré avant l'échéancier anticipé, dans les budgets prévus, puis il y a eu zéro accrochage en réunion de chantier, jamais le ton a monté ou le stress a monté. Fait que les clients ont dit, ben écoute, nous, maintenant, avec les nouveaux programmes, on a le droit d'aller en gré à gré pour les projets. Donc, on aimerait ça faire notre prochain projet avec vous, puis on aimerait ça le faire différemment. Avez-vous des choses à nous proposer? Donc, ils nous ont juste donné carte blanche. Et avec les professionnels, avec Équipe A, avec Côté Jean, puis avec Aconovia, on s'est assis, puis chez Aconovia, il y a eu quelqu'un sur le CA de bâtiment Passif Québec qui a dit hey, « Pourquoi qu'on n'essaye pas Passivhaus? » Parce qu'au final, Passivhaus permet une économie, une efficacité énergétique qui permet une économie au niveau des coûts de chauffage. Puis on allait faire un logement abordable. Donc, ça faisait plein de sens que les gens qui ont un certain besoin, qui vont louer ces appartements-là, mais ça va leur coûter 87% moins cher d'électricité. Donc, ça a un réel impact. Et à partir de là, ça fait boule de neige. Et là, on est embarqué dans les pourquoi pas. Et on s'est vraiment mis les mains dans les subventions disponibles à l'époque et on a vraiment été optimiser les subventions disponibles pour être capable de faire le plus d'initiatives possible et former nos équipes à travers ça, que ce soit au niveau des professionnels que nos équipes de chantier. Donc maintenant, on a des équipes de chantier qui sont super bien formées sur comment faire des détails d'enveloppe très étanches. Puis ben, ce know-how-là qu'ils ont maintenant, ben, on va être capable de l'appliquer sur d'autres projets qui n'iront pas nécessairement chercher la certification Passivhaus, mais qui vont être plus efficaces énergétiquement. Ça nous a permis de travailler avec des fournisseurs locaux qui n'étaient pas nécessairement certifiés Passivhaus, puis de faire la démarche avec eux, puis de créer une relation aussi d'affaires avec eux autres. Donc, ça a été un projet vraiment incroyable. On parle au passé, mais il n'est pas terminé. Il devrait être livré au printemps 2026. Puis en plus de ça, c'est même pas juste efficacité énergétique. On en parlait aussi. Il y a plusieurs initiatives. Il y a la gestion des déchets qui est bien faite dans ce chantier-là. Il y a l'aspect préfabrication aussi. Je sais, c'est-tu disons les premières fois que vous travaillez aussi avec ces concepts-là? Ou... Ouais, exact. La préfabrication, en fait, il y a plusieurs initiatives. On avait une structure de béton parce que comme c'est un 8 étages avec 2 étages de souterrain, donc 10 étages au total, c'est le béton qui faisait le plus de sens économiquement, évidemment. Mais moi, je me disais, si on venait pour faire du béton, faisons-le autrement. Donc, on a travaillé avec Béton Provincial pour développer nos formules avec du laitier de haut fourneau
dans le béton pour diminuer l'empreinte carbone. Puis à l'époque, c'était pas disponible à Sherbrooke parce qu'on est quand même considéré comme une région. Donc, nous, on s'est battu avec eux pour dire non, mais on va en mettre là. Aidez-nous, puis on va vous aider. Donc, suite au Monarque, ils ont installé un silo de façon permanente pour nous permettre d'avoir du laitier en tout temps. Puis ils ont travaillé des offres. Donc maintenant, Construction Longée met du laitier dans le béton de façon systématique sur tous ses projets. Donc ça, c'est l'exemple d'un partenariat où est-ce qu'on pousse un peu nos fournisseurs, mais finalement, il y a une réelle conscience dans le milieu. Donc ils ont super bien réagi. Puis là, on se disait, comment optimiser le temps, l'échéancier, évidemment, mais aussi quand on est dans une démarche en parallèle d'évaluer notre empreinte carbone comme entreprise. Puis nous, où on a un gros impact, c'est sur tout ce qui est logistique chantier, notamment au niveau du chauffage temporaire. Donc, on disait comment on fait pour limiter le chauffage temporaire d'un bâtiment de 8 étages? C'est de fermer l'enveloppe le plus rapidement possible puis d'être efficace dans notre chauffage. Donc là est venue l'idée des panneaux préfabriqués. Donc, on parle beaucoup de construction volumétrique, là, modulaire, mais il y a aussi la panélisation. Puis dans cet élan-là, Construction Longée s'est investi dans une entreprise qui s'appelle Fabrico pour développer ces panneaux-là. Puis ça permet qu'en moins d'une semaine, un étage au complet est complètement fermé avec les fenêtres installées. Donc, quand on parle de structure de béton et panneaux, là, ça devient plus logique dans un contexte de construction durable quand, au départ, on pourrait dire, mais c'est traditionnel, ça, béton et colombage métallique, par exemple. Fait que oui, c'est d'autres exemples d'innovations qui ont été faites au Monarque. C'est quoi ça, du laitier? Du laitier, c'est un résidu, je suis pas spécialiste en chimie, mais c'est un résidu des fonderies. Il y a une fonderie en Ontario, à Sault-Sainte-Marie, il y en a beaucoup en Europe. Donc, c'est encore mieux parce que c'est vraiment un résidu qui irait sinon à l'enfouissement. Puis on récupère ce résidu-là pour remplacer du ciment. Le ciment étant l'élément qui a la plus grande empreinte carbone dans la fabrication du béton. Donc, on peut remplacer le ciment à différents pourcentages selon les besoins puis selon l'ouvrage qu'on est en train de faire. Puis ça réduit significativement l'empreinte carbone, pardon. Sur le Monarque, si je ne me trompe pas, on est à près de 20% là, de réduction de l'empreinte carbone sur la structure de béton. C'est tout ce qu'on appelle les scories en anglais? Slag. Slag, OK. Ouais. OK. Ouais. T'es certifié PMP. Ça, c'est une question dans notre script, là, mais là, on t'a pas mal tout déjà répondu à la prochaine question, mais on va y aller quand même. En quoi la certification t'a aidé à devenir le meilleur gestionnaire dans le projet? La certification PMP, c'est une certification en gestion de projet, mais multi-industrie. Donc, c'est pas nécessairement dans la construction. Fait que déjà là, c'est le fun aussi des fois de prendre un petit pas de recul par rapport à notre industrie puis de voir les principes. Quand ils s'appliquent à d'autres industries, on dirait que ça prend encore plus de sens, là. Ça permet vraiment de comprendre, d'amener à un autre niveau la gestion des parties prenantes. Quand on sort de l'université, on est ingénieur, on est très technique, on pense que c'est notre savoir technique qui va nous amener où on veut. Mais le PMP m'a vraiment amené à réaliser que de comprendre qui sont les parties prenantes, quand communiquer avec les parties prenantes, quoi leur communiquer, à quel moment, c'était vraiment une clé pour assurer un flow puis un succès des projets. Puis au niveau de la gestion de risque aussi, c'est très interrelié. Donc, quelles sont les contraintes de chacune des parties prenantes? Ça vient jouer sur tes risques. Puis d'évaluer cette portion-là qui n'est pas reliée du tout à la construction comme telle, puis savoir c'est quoi la grosseur de la vis qu'il faut que tu utilises. Mais ça vient mettre un contexte. Quand tu t'occupes des parties prenantes de la gestion de risque, ça crée un contexte favorable dans lequel, là, après, si tu es bien organisé dans ton projet, bien structuré, c'est toutes des lumières vertes. Tu t'en vas, puis c'est comme si ça mettait toutes les lumières au vert. Donc, ça permet de performer encore mieux au niveau budget échéancier. Là. En termes d'entrepreneur général, peut-être juste, pas juste dans votre contexte, mais dans l'industrie, c'est quoi les plus gros roadblocks là, qu'on voit au Québec ou les points, justement, les points de friction que tu vois être un entrepreneur au Québec? Vraiment spécifiquement au Québec. Ouais. Spécifiquement au Québec, moi je dirais que ce qui nous freine souvent puis qui est dommage puis ça freine l'initiative, c'est vraiment la lourdeur administrative. Donc des fois on a des bonnes idées. Je parlais avec mes prédécesseurs qui ont ouvert l'entreprise en 1979 puis ils me disent souvent good old days are gone. Où tu pouvais aller débarquer à la ville, aller parler avec quelqu'un, t'entendre sur le projet, comprendre les contraintes, revenir la fois d'après, tu te faisais une poignée de main, puis c'était réglé, on avançait.
Donc, l'espèce de lourdeur administrative qui entoure les projets, que ce soit, là, on parle des villes, mais c'est aussi tous les permis, les certifications que ça prend, ne serait-ce que pour octroyer des sous-contrats. Quand on parle de subventions, souvent les projets achoppent au final parce qu'on n'est pas capable d'attacher le montage financier, parce que c'est tellement compliqué d'aller chercher les subventions puis de comprendre qu'est-ce qu'on doit donner quand, à quel moment. Fait que je pense que d'avoir la difficulté aussi à avoir la visibilité sur ce que les villes veulent, les gouvernements veulent pour pouvoir avancer. Fait que moi, je dirais que c'est vraiment la lourdeur administrative parce qu'au Québec, il y a beaucoup d'entrepreneurs au sens, pas entrepreneurs en construction, mais déjà entreprenants, qui veulent mettre de l'avant des initiatives, qui sont motivés à changer les choses. Mais je pense qu'il faut les mettre dans un contexte plus positif. Parce qu'on en parle souvent dans les podcasts, disons, un des gros problèmes qu'on voit dans l'industrie, puis je sais pas si c'est seulement au Québec, puis je pense que ça vous affecte pas tant, mais la certaine routine le client va voir l'architecte, ensuite l'architecte réfère à quelqu'un, puis il y a pas la non-conception intégrée dans le fond. Juste le processus de projet qu'on voit qu'au Québec fait que à la fin, l'entrepreneur général ne fait que exécuter un plan qui est déjà fait, qui a aucun mot dedans, puis que ça mène vers des constructions justement où je pense pas que vous aurez pu innover, vous aurez juste pu exécuter, peut-être plus rapidement, peut-être optimiser, mais l'innovation, je crois qu'elle vient du fait que vous êtes là en début de table. Oui, certainement. Comment est-ce que vous avez fait ce switch-là? Ça arrive comment, ce processus de conception intégrée? C'est-tu juste spécifique à vous? Comment est-ce que tu as fait pour te rendre là? Bien, l'entreprise le faisait depuis plusieurs années. Donc, ça part par une relation de confiance. Donc, souvent, comme je le disais pour l'exemple du Monarque, on part avec un contrat forfaitaire, on développe la relation de confiance avec le client parce qu'il y a toujours une notion de gestion de risque avec les clients. Donc, le contrat forfaitaire leur donne une impression de gestion de risque parce qu'ils transfèrent le risque à l'entrepreneur général. Et quand la relation de confiance s'établit puis ils comprennent qu'ils peuvent partager le risque et ils vont pouvoir y gagner, bien là, on est capable de travailler avec des contrats en gestion, donc des CCDC 5B, par exemple. Puis là, ben, ils comprennent que notre opinion a une valeur pour eux. Donc, de projet en projet, ils nous impliquent le plus tôt possible pour pouvoir profiter de cette valeur-là. Donc, l'entreprise le fait comme ça à travers les années. Puis, dernièrement, ben, on a réussi à signer un contrat pour un multilogement, donc un projet d'envergure en RPI, donc en réalisation de projet intégré ou en IPD. Qui arrive sur le marché depuis quelques années au Québec. Là, c'est encore très nouveau. On est bon, disons-le, en retard un peu à ce niveau-là, mais c'est vraiment amener la collaboration, concrétiser la collaboration. Parce qu'il reste que quand on parle de collaboration puis qu'on a chacun nos contrats différents, ben on a quand même chacun des risques à gérer comme entreprise. Fait que oui, on peut être dans une attitude de collaboration, mais au final, il faut chacun protéger notre entreprise. Tandis que quand on parle de RPI, ben on vient partager un même budget. Donc, on travaille à livre ouvert, on travaille au coûtant, puis on vient partager un même budget de projet, un budget de contingence et un budget de profit. Donc, tout le monde annonce le profit qu'ils veulent faire sur le projet. Puis, si jamais on dépasse le budget de construction, on pige dans les contingences. Si on dépasse les contingences, on pige dans le profit. Donc, tout le monde à la table met son profit à risque. Fait que je peux vous dire que les décisions se prennent d'une façon complètement différente. Tout le monde veut le mieux pour le projet et met de côté son entité à lui. Donc, vraiment différent. Puis, ça vient cristalliser vraiment l'esprit de collaboration. Puis encore là, ben, c'est la relation de confiance avec un client qui nous a amené là. Il voulait faire les choses différemment, puis on lui a proposé le contrat. Puis il a dit, ben oui, moi j'embarque. On a choisi les partenaires. On était tous avec des partenaires de confiance. Puis on a un projet là, de 3 ans qui s'amorce avec cette équipe-là. Ça, c'est un style de CCDC. C'est-tu le CCDC 30, ça? Exact. Dans notre cas, on a fait un peu un CCDC 30 maison parce qu'on le trouvait un peu complexe. Puis fait plus pour des institutions privées, nous, des institutions publiques plutôt. Comme on était dans le privé, on a travaillé avec la firme d'avocats Langlois pour développer notre propre contrat. Ce qui était vraiment le fun parce qu'on a fait des ateliers où est-ce que j'ai adoré leur approche. Il n'y avait pas rien d'écrit. Donc, on a fait que des ateliers de discussion. Des scénarios. S'il arrive telle chose, on réagit comment? S'il arrive telle chose, on réagit comment? Qu'est-ce qu'on veut pour le projet? C'est quoi nos objectifs à travers ça? C'est quoi nos craintes? Puis à partir des discussions qu'il y a eu, eux ont écrit le libellé du contrat selon nos intentions à nous, puis selon comment on le voyait.
Donc, on se retrouve avec des partenaires qui connaissent extrêmement bien leur contrat, qui n'ont pas besoin de lire les fine prints, puis on sait c'est quoi les intentions. Donc, il n'y a pas en cas de conflit ou d'irritant, ce qui n'est pas arrivé à date parce qu'on est tous alignés, mais on connaît les mécanismes et on connaît les barrières, le cadre dans lequel on travaille, puis dans lequel on s'est tous entendus conjointement. Donc, ça a été vraiment, vraiment intéressant comme démarche. C'est vraiment unique. J'imagine le genre de contexte à la table quand tu commences à vraiment travailler à livre ouvert. Ouais. Ça doit être toute une dynamique, là. Ben, ça amène, tout le monde est en mode solution. Quelle est la meilleure solution pour le projet? Donc, oui, des fois, on va payer plus d'honoraires pour réviser les plans, mais en termes de chantier, ça va coûter moins cher ou en termes d'opération, après, ça va coûter moins cher. Donc là, on prend des décisions pour le projet et non dire, moi, mon offre de service est terminée, j'ai pas ça dans mon offre de service, je te fais pas la demande de changement. T'sais, ça enlève les silos entre les intervenants, puis c'est comme si on travaillait pour une même entreprise, tout le monde ensemble. Exact. Est-ce que vous percolez l'information à travers toute l'entreprise de façon verticale, que ça, c'est un projet IPD? Oui, exact. Il y a on en est au tout début. On vient de signer. On a signé le 14 février. On s'est donné une belle date pour s'en souvenir. 14 février, on a signé notre contrat. Donc, on est en phase de validation du projet, donc les phases préliminaires. Puis, dès qu'on passe en phase de conception, on a prévu des kick-offs avec chacune des équipes à l'interne pour expliquer le processus à travers lequel on est passé, expliquer les intentions, puis que chacun dans la chaîne, parce que on est aussi fort que chaque maillon de la chaîne, là. Donc, que chaque maillon de la chaîne soit au courant des intentions puis du processus, puis puisse en profiter aussi au maximum parce que il y a une différence dans la manière de penser. On va aller chercher la professionnelle PMP et Lean en toi, là. Parce que je me projette dans un meeting de tout ça, justement, et j'imagine les résistances au changement ou les résistances à OK, let's go, on travaille à livre ouvert. J'aurais tendance à croire que les principaux freins à ça va être, ben là, je vais-tu vraiment dire combien de profit je vais faire? Je vais-tu vraiment dire c'est quoi mes costs? Est-ce que l'information va couler en dehors de notre meeting? C'est un petit peu des secrets d'entreprise. On est quand même assez, toujours un peu, et avec raison, là, bien souvent, un peu pas gêné, mais au vouloir garder secret, en fait, certaines informations-là, parce que c'est des informations privilégiées d'entreprise, là, c'est quoi ta profitabilité, etc. Est-ce que c'est des barrières que tu as rencontrées à date dans ce genre d'affaires-là? Puis comment vous avez réussi à les surmonter? Ou comment tous les intervenants ont réussi à les surmonter? Ben, c'est des barrières qu'on a rencontrées, oui et non. C'est sûr qu'il y avait certaines appréhensions, puis il y a des équipes... on appelle ça une équipe dirigeante dans la RPI. Donc, tu as le core, si on veut, là, donc un représentant pour chacun des intervenants. Donc, la partie financière est limitée à l'équipe dirigeante. Donc, souvent, dans notre cas, c'était tous des associés de l'entreprise. Donc, on comprend les enjeux d'une entreprise à l'autre. Au niveau, évidemment, il y a des NDA de signer dans ces démarches-là. Puis, on comprend les enjeux. Mais après ça, tu sais, on parle de transparence, là. Mais c'est ça de la transparence. Si on a peur de dévoiler ces choses-là, c'est pas vrai qu'on est transparent. Donc, il faut même être prêt à ce qu'il y ait un audit. Donc, on n'ouvre pas nos livres à tous, à tout le monde. On dévoile pas tout à tout le monde, mais il faut être prêt à ce que le client puisse engager un auditeur puis qui vient valider dans nos livres de façon confidentielle que ce qu'on a avancé est vrai ou pas. Donc, c'est vraiment la transparence à l'état pur. La plus grande réticence qu'on a rencontrée, c'est que les gens autour de la table, on était tous convaincus, mais on a tous des associés aussi. Donc, chez nous, ils étaient convaincus, mais chez les professionnels, ça a été plus ça l'enjeu, de convaincre les autres associés dans chacune des entreprises du bien fondé de ça, parce qu'en ce moment, il y a énormément de travail dans la construction. Donc, pourquoi se donner la peine de faire un projet comme ça quand on peut en faire plein d'autres? Mais je dirais que quand on a expliqué la démarche, qu'on a expliqué comment on voulait que ça fonctionne, et surtout, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on avait déjà fait affaire, donc on était tous en confiance ensemble. Ça n'a pas été très long à faire tomber les barrières. C'est pas un projet dans lequel, c'est pas un mode contractuel dans lequel tu t'impliques avec des gens que tu ne connais pas, parce que c'est basé sur la confiance, là. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de relations qui a été développé auparavant. C'est un beau qui peut vraisemblablement pas s'appliquer d'un coup, là. C'est un concept ça te prend une relation d'affaires déjà existante, puis après ça, c'est comme une étape de plus dans une relation d'affaires, finalement. Oui, exact. C'est comme le mariage, dans le fond. Tu as des dates avant, là, puis à un moment donné, tu décides de t'engager. C'est bon, ça, j'imagine le meeting. Bon, on doit se dater parce que là, je prévois IPD avec toi, pas dessus. Exact.
En plein C'est pour ça qu'on a pris le Saint-Valentin. 4 février. Exactement, 14 février. Et voilà, tout est dans tout. On en avait parlé, JS, de ce style de compagnie, je crois, dans l'épisode avec Fab Structure, un préfabricateur. Ça, même lui, de son bord, on entend juste des commentaires positifs. Donc, je suis sûr que ça marcherait. C'est sûr, ça prend comme tout changement, il y a une petite réticence au début. Mais je crois qu'on s'en va vers ça. Puis justement, si on veut miser, le bottleneck aussi, il va être là. Tu sais, t'es comme, si t'as trop de parties prenantes que chacun veut, ça se communique pas, là, tu sais, ça marche pas. Fait que c'est une des affaires que je crois qu'après ça débloque une autre sphère de pouvoir collaborer puis apporter des projets vraiment plus intéressants. Si on regarde, disons, dans 10 ans, là, c'est quoi ce que tu vois comme le futur, là? C'est quoi les prochains trends? C'est quoi qu'on doit regarder? C'est-tu la préfabrication? C'est-tu le bois massif? C'est quoi qui t'inquiète là, dans la construction? Il y a tellement de possibilités dans la construction, c'est ça qui est le fun. Clairement, la préfabrication, je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est dans toutes les sphères de notre société, mais ça doit aussi être dans la construction. Quand on regarde des statistiques au Canada sur l'intégration des nouvelles technologies dans le secteur d'industrie, la construction, on est juste au-dessus de la chasse et la pêche. On a de la place, mettons. Là. Donc, oui, la préfabrication, que ce soit en 2D ou en 3D, tout ce qui est construction durable. Je pense qu'on n'aura pas le choix à cause de la résilience au changement climatique. Donc, les certifications, c'est un bel outil pour promouvoir, pour pousser plus loin. Puis, ce qui risque d'arriver, ce qu'il faut qu'il arrive, en fait, c'est les financiers intégrés. Donc, comment on est capable d'intégrer le cycle de vie complet d'un bâtiment, puis de promouvoir justement des bâtiments qui sont résilients dans le temps, puis d'arrêter de regarder des proformas sur 10 ou 15 ans qui font pas de sens. Là. Aux États-Unis, on est ailleurs, en Europe, on est depuis longtemps ailleurs. Donc, comment qu'on est capable de donner de la valeur à comment le bâtiment va se comporter dans le temps? Je pense que ça va être un game changer. Certains financiers, en ce moment, donnent du financement plus abordable quand il y a des notions de construction durable. Donc, ça s'amorce dans le domaine, mais je pense que les modèles financiers intégrés vont changer complètement le visage de la construction. Ça va nous permettre d'aller intégrer plus d'intelligence artificielle, donc éliminer, encore là, on fait la boucle avec le lean, les tâches à valeur non ajoutée, qu'on pense à un robot qui trace les cloisons par terre, qu'on pense à des mini-stations d'eau potable pour que les bâtiments soient autonomes en eau potable avec la récupération des eaux noires. On est là sur le prochain projet, on l'essaie en projet pilote, la récupération des eaux noires. Au niveau durabilité, comme je disais, le Québec est hyper entreprenant, il y a plein de belles technologies qui s'amorcent. Mais après ça, il faut avoir les projets pour les essayer, qu'il y ait moins de lourdeur administrative avec les normes et les codes et normes. En France, ils se sont donné une latitude, par exemple, où est-ce que tu as le droit de proposer des projets qui ne répondent pas aux normes UL ou au Code national du bâtiment. Si tu démontres que c'est une innovation, ils te permettent de faire un projet pilote, puis de pouvoir structurer ta démarche avec eux, puis de pousser le code plus loin. Nous, c'est l'inverse. Il faut que tu démontres avant, il faut que le fournisseur démontre avant, aille chercher toutes les certifications avant que nous, on puisse l'utiliser. Donc, ça alourdit énormément le processus. Quand on pense, par exemple, à la laine de chanvre, on en parle depuis des années, mais ils n'ont toujours pas leur certification UL, donc ça ne nous permet pas de les utiliser en chantier sur les projets commerciaux. C'en est un exemple parmi tant d'autres. Fait que le modèle intégré, puis de s'aider au niveau administratif pour qu'on puisse mettre en place plus d'initiatives. Je pense que c'est ce que je nous souhaite, en tout cas, dans 10 ans. Tu as mentionné le financement intégré. C'est deux beaux mots qu'on connaît indépendamment, mais ensemble, ça veut dire quoi, ça? Bien, intégré dans le sens que les modèles financiers, où est-ce qu'on voit vraiment le cycle de vie complet du bâtiment. Donc, on n'est pas juste construction ou bridge de construction, par exemple, mais on tient compte de la portion conception. Souvent, ça, c'est complètement... oui, il y a la phase de planification. Le diable est dans les détails. Puis les projets verts, c'est la planification qui fait toute la différence. Donc, si on n'est pas capable de financer cette portion-là, ben c'est sûr que pour le client, il va vouloir que ce soit le moins cher possible puis le moins long possible. Donc, il faut vraiment que ça tienne compte de toute la chaîne de valeur. Donc, la planification, la conception, la construction, l'opération puis la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de vie utile de ce bâtiment-là? Est-ce qu'on est capable de prévoir, par exemple, on se lance dans un projet d'hôtel ou est-ce qu'on le prévoit pour qu'on soit capable de le reconvertir en immeuble à logement? Donc, on prévoit les chambres, la grandeur pour qu'on soit capable deux chambres d'hôtel font 3,5. Fait que c'est de penser à la fin de vie de ce bâtiment-là. C'est pas plus d'efforts en construction, un peu plus en planification.
mais on diminue notre risque d'investissement pour le client, puis on s'assure d'une fin de vie beaucoup plus logique pour le bâtiment. Ouais, c'est complètement nécessaire. Il y a un modèle qu'on entend parler, que j'entends parler beaucoup pour justifier de la haute performance, ça s'appelle le Tough Building Ownership. C'est une analyse qui s'appelle le TCBO, où est-ce qu'il regarde justement pendant 60 ans tous les coûts qui peuvent aller vraiment regarder dans une maison. C'est là que tu vas regarder de mettre une toiture, que tu fasses une toiture en bardeau, une toiture en acier, tu vas peut-être devoir la remplacer 3 fois dans les prochains 60 ans, versus ta tôle qui va peut-être rester correcte pour toute l'année ou qui va être pour tous les 60 ans. Fait que je crois que regarder cette option-là puis vraiment trouver le bon modèle financier qui va parler, parce qu'à la fin, tout est une question d'argent. Exact. On va pas se le cacher, fait que mais l'argent, c'est un langage. Exact. C'est un langage. C'est une manière de dialoguer avec les différents intervenants, mais il ne faut pas que ce soit la finalité. Voilà. Non, mais c'est un enjeu pour tout le monde. Puis c'est du gaz, en fait, l'argent. Mais si tu veux te rendre à un endroit plus loin que le gaz te permet, tu te rendras pas. Il y a une peur aussi de manquer d'argent pendant le projet. Puis aussi, la motivation de faire les projets. C'est pas mal de vouloir faire de l'argent non plus, là. Puis, faut que tu y arrives. Il faut qu'il en reste de l'argent au bout de la ligne, parce que sinon, on peut pas les faire, ces initiatives-là non plus, là. Fait qu'on n'est pas un OBNL, puis on n'est pas un organisme à but non lucratif, mais il faut que ce soit, il y a un juste équilibre, là. C'est une chose que baguette magique, ou déjà maintenant, qu'est-ce que tu changerais demain dans la construction? Est-ce que les contrats sur base de prix, c'est quelque chose qui te chatouille? Oui, parce que je trouve que c'est, on dit walk the talk. On demande aux entrepreneurs de faire les choses différemment, de s'impliquer, mais après ça, ce qu'on met de l'avant, c'est uniquement le prix. Donc oui, on dit il y a beaucoup de demandes de changement dans les projets publics, etc., mais le modèle nous oblige à faire comme ça. Il faut être le plus bas soumissionnaire conforme, donc on n'a pas le choix de, quand on voit qu'il manque quelque chose sur les plans ou qu'on pourrait faire quelque chose différemment, on ne peut pas le mettre parce qu'on va se disqualifier. Donc, si on pouvait changer l'octroi des contrats, oui, le prix doit être raisonnable, évidemment, mais déjà dans certains contrats, tu as 2 enveloppes. Tu as le prix puis tu as une qualification. Donc, à partir du moment où on va donner un poids à la qualification des entrepreneurs, à leur expérience et surtout à leur implication à changer les choses. Donc, c'est quoi leur expérience en termes de construction durable, en termes de méthode lean? Comment ils vont amener votre projet plus loin? Comment ils vont créer de la valeur ajoutée? Bien là, on va pousser les entrepreneurs à faire différemment. Là, en ce moment, il y a 0 incitatif à part le fait de dire hey, « moi, j'ai du plaisir là-dedans puis je veux le faire ». Puis je trouve que pour nos équipes, nous, c'est un peu ça. Pour nos équipes, ça offre des défis différents puis on trouve ça motivant. Mais sinon, incitatif financier dans les projets publics, 0 puis une barre. Puis ça, c'est décourageant. Si tu fais changer demain matin, ce serait quoi, Julie? Je pense que ce serait l'octroi des contrats aux entrepreneurs généraux. Contrats publics sont octroyés sur la base du plus bas soumissionnaire conforme, donc les contrats forfaitaires. Pas de sens, là. Parce qu'on ne donne aucun poids à la qualité d'un entrepreneur, à son expérience, relation qui développe sur le chantier, à son expérience au niveau de la construction durable. C'est quoi la valeur ajoutée qu'il va amener au projet? Donc, si on était... Évidemment, il faut que le prix soit raisonnable. On peut pas... c'est pas à n'importe quel prix, mais dans une mesure où le prix est raisonnable, pas nécessairement le plus bas, si on est capable d'avoir un système, puis on l'a sur certains projets, ça commence à se voir là, de 2 enveloppes où est-ce qu'on a, oui, le prix, mais après ça, la qualification de l'entrepreneur. Si on avait plus de poids qui était mis sur la qualification de l'entrepreneur, ben oui, ça nous pousserait à faire les choses différemment, puis ça pousserait les entrepreneurs à aller de l'avant avec des innovations, puis à investir du temps puis de l'énergie à faire les choses différemment, parce que là, comme on disait tantôt, le langage, c'est l'argent. Donc, si ça amène plus de business, ben là, what's in it for me? Là, j'ai quelque chose. Donc, si on veut que les entrepreneurs, qu'il y ait une transition dans notre industrie, je pense qu'il faut avoir un modèle contractuel qui va privilégier cette expérience-là. Genre de pondération, en fait. Ouais. Exact. Que oui, le prix est quand même le plus important, on s'entend, là, ouais. Mais la qualité d'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a déjà apporté, qu'est-ce qu'il peut apporter, sa personnalité ou la personnalité de son équipe, tout ça, effectivement, ça pourrait être bien. Ça le fait déjà dans certains projets, tu dis? Certains projets. On a déposé un projet pour Hydro-Québec récemment où est-ce qu'il y avait justement 2 enveloppes pour un pont signature où est-ce qu'il y avait une portion architecturale. Donc, notre expérience, notre certification B Corp, par exemple, a fait toute la
la différence. Donc, on était 2e au niveau du prix, mais de loin 1er au niveau de la qualification. Donc, ça nous a permis de faire ce projet-là. Je pense que ça, c'est intéressant parce que ça vient dire, bravo de faire les choses différemment, bravo d'investir dans l'innovation, bravo d'investir dans la construction durable, puis c'est ce qu'on recherche. Parce là, c'est comme si on disait d'une part, hey, faites-le, mais de l'autre part, on vous reconnaît pas. Fait que la reconnaissance, c'est important. Oui, surtout pour faire ce genre de projet-là, tu dois être passionné. Puis on voit plus qu'au niveau que l'argent. En fait, la rétribution est aussi la qualité d'exécution qu'on a fait. Puis oui, il y a des gens qui vont bâcler leur travail, mais je pense que c'est une minorité. Je pense que la plupart des gens au quotidien ont envie de réussir ou d'accomplir quelque chose au-delà de la paye, au-delà du profit à la fin de l'année. Puis d'avoir juste une tape dans le dos, là, ça a l'air très corporatif ce que je te dis, mais non, en réalité, on aime ça être reconnu. Avoir juste une forme de reconnaissance. Puis quand c'est reconnu dans le quotidien, dans la business, dans le genre de relation que tu fais, ça vaut plus, je pense, que juste de gagner des contrats. Est-ce que vous cherchez des gens chez Construction Longé? Parce que là, depuis tantôt, on fait comme, wow, c'est la compagnie de construction au Québec. Et on n'est pas parfait. Oh non, on en échappe des fois. Mais est-ce que vous cherchez des gens, maintenant qu'il y a des gens qui voudraient travailler chez vous, puis disent que moi, j'ai envie de participer au Apple de la construction du Québec? Oui, certainement. On connaît une belle croissance là, depuis les 5 dernières années, puis on s'étend un petit peu partout au Québec. Là, donc, on couvre la Montérégie aussi maintenant, la région de Gatineau, Ottawa. Donc, on est en train de développer ces secteurs-là. Puis, on est toujours à la recherche de talents, de gens qui veulent s'impliquer puis faire les choses différemment. On est très picky, je vais le dire comme ça, sur les gens qu'on prend dans l'équipe parce qu'on a une super belle qualité de personnes. On a des gens qui sont impliqués, engagés. Fait que c'est le fun qu'ils aient des collègues de travail à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire aussi. Là. Super intéressant. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très enrichissant. Vraiment, vous êtes des leaders. Là. Même, on parle de B Corp, il y en a pas beaucoup d'entrepreneurs qui en ont. Si peut-être même, en tout cas, que j'en connaisse d'autres, il y en a pas. Vous poussez continuellement. C'est vraiment... c'est beau à voir. Je pense qu'on aime qu'est-ce qu'on fait aussi, là. Mais ça paraît, en fait. Ça paraît que... En tout cas, toi, t'es passionné. Je sais pas si t'es la seule passionnée même dans l'entreprise, là. Non, je penserais pas. C'est tout pareil, là. On est tous décrinqués un peu. Ah, c'est vraiment cool. On va mettre tous les liens des choses qu'on a parlé, Lean, B Corp, etc., dans la page du podcast. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Julie. Merci à vous deux. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!